Bienvenue sur Sueur froide, je suis Faye et aujourd'hui, je vous propose un voyage en Asie. Non pas pour les fleurs de cerisier et la poésie, non, non, pour se faire peur. Et je suis accompagnée d'une invitée exceptionnelle, Stéphanie Chaptal. Bonjour et bienvenue parmi nous. Bonjour. Tu es ici pour discuter avec moi de ton livre publié aux éditions Inis qui s'appelle L'horreur venue du Japon. Avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, je vais te laisser te présenter à nos lecteurs et lectrices de Sueur froide. Bonjour, moi c'est Stéphanie Chaptal, j'ai longtemps été journaliste informatique, toujours passionnée par tout ce qui est imaginaire, SF, fantasy, fantastique, un peu et horreur sur un peu tous les supports, donc que ce soit des livres, des BD, des films, des Mhm. dessins animés, des jeux vidéo, un peu de tout. Et ça fait depuis 2019 que j'écris des livres, depuis 2017 que j'en traduis. Et celui-là, donc L'horreur venue du Japon, c'est le neuvième. Oh, bah félicitations. Merci. Et justement, comment tu as eu, cette idée, cette envie de parler de l'horreur à la sauce japonaise? Mais en fait, c'est d'une frustration parce que je m'intéresse à l'horreur sous toutes ses formes. Mmh. Donc je trouve des livres sur l'horreur, sur les grandes figures de l'horreur, les grands monstres de l'horreur, mais j'ai rien trouvé de précis sur le Japon. Alors j'ai trouvé plein de livres sur la J-horror, qui est une Mmh. partie du cinéma d'horreur japonais. J'ai trouvé des livres sur Godzilla et les kaijus. Ça, il y en a. Des livres sur les yokai. Des livres sur certaines franchises de jeux vidéo d'horreur. Mais des livres qui synthétisent pourquoi l'horreur japonaise est très différente de l'horreur telle qu'on la connaît en Occident maintenant, ça n'existait pas. En tout cas, pas en français. Et tu avais une idée, précise à travers ce livre? C'était plus pour, initier les gens qui n'y connaissaient rien ou également parler déjà aux gens qui étaient passionnés et qui avaient envie un peu d'avoir des pistes de réflexion sur ce style-là? En fait, c'était pour répondre déjà, moi, à ma question, Mmh. c'est quoi l'horreur à la japonaise? D'où ça vient? Qu'est-ce qu'on retrouve et ce qu'on va y découvrir dedans? Donc c'est à la fois pour les passionnés d'horreur ou pour les passionnés du Japon et aussi pour les novices qui veulent découvrir complètement ce que c'est, qui Mmh. voient passer, des mangas d'horreur, qui voient passer des films, des dessins animés, qui se disent: «Mais c'est quoi ça?» C'est pour tous les gens qui ont découvert Dan 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 en se demandant: «Mais c'est quoi? C'est quoi cette mamie turbo? C'est quoi cette grand-mère, qui a pas l'air d'une grand-mère? Pourquoi il y a des extraterrestres? Pourquoi il y a des fantômes?» qui comprennent rien. Donc je me Mmh. suis dit: «Bah, autant faire un livre pour tout ce monde-là, qui s'intéresse et qui veut comprendre d'où ça vient et comment ça se passe et bah, ce qu'ils peuvent lire, à quoi ils peuvent jouer, ce qu'ils peuvent regarder et autres, dans le domaine de Mmh. l'horreur». Et après avoir fait toute cette analyse, est-ce que tu as réussi à comprendre un peu pourquoi on était autant fascinés justement par ces histoires-là? Bah, en fait, c'est parce que c'est à la fois très différent et très proche de nous. Très différent parce que ce qui fait peur à l'origine dans le monde japonais et Mmh. en règle générale dans le monde polythéiste, ne, ne se, n'utilise pas les mêmes bases que ce qui Mmh. fait peur dans le monde occidental ou plus généralement dans les civilisations portées par une religion monothéiste, quelle que soit la religion monothéiste en question, hein. Et donc c'est pas les mêmes règles, c'est pas les mêmes règles de le bien, le mal, c'est pas les mêmes tabous non plus, donc c'est pas les mêmes horreurs, c'est pas les mêmes. L'exorciste, ça marche pas du tout au Japon parce que ah oui, un démon qui s'empare d'une petite fille. D'accord, il y a des cas où on va, ça va être un honneur pour une jeune femme d'être possédée par un esprit, donc non, ça marche pas. Et Mmh. nous, de l'autre côté, le principe de les yokai, les kaijus, les compagnies, c'est pas du tout dans notre univers, donc on comprend pas. Donc d'un côté, ça nous intéresse, ça nous parle, et puis d'un autre côté, bah, les Japonais, ils ont aussi commencé à être fascinés par notre horreur à nous, notamment tout ce qui est la figure du vampire, tout ce qui est Lovecraft, tout ce qui est Frankenstein et compagnie. Sauf que eux, comme ils n'avaient pas les codes pour le comprendre, ils l'ont réinterprété à leur sauce. Mmh. Et le vampire à la japonaise, même s'il s'appelle Dracula, même s'il s'appelle Helsing, même si ça,
même s'il est issu du Dracula de la Hammer, du Dracula de l'Universal et du Dracula de Stoker, il va pas répondre au même code, il va pas, l'horreur qu'il va susciter va pas répondre aux mêmes besoins. Ouais. C'est pas une horreur de transgression, quelqu'un qui a vendu son âme au diable pour hériter d'une longue vie et qui doit tuer des gens pour se nourrir. Mmh. C'est Le tabou n'est pas le même. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que nous, ça nous intéresse. C'est pour ça que quand toute la vague de Géo-horreur est arrivée, on était fascinés. C'est pour ça que les mangas d'horreur se vendent super bien en ce moment. Et en même temps, on comprend pas le pourquoi ça nous fascine autant. Pourquoi ça nous fait peur? C'est un des cas où on va lire tu vas lire un Junji Ito, par exemple, Ouais. tu vas lire Spirale, tu vas être terrifié, et tu vas dire, mais pourquoi je suis terrifié? C'est des spirales. Qu'est-ce qui me fait peur là-dedans? Et tu comprends pas pourquoi. Mmh. Mais c'est terrifiant. Je vois. Mais d'ailleurs, en te lisant, j'ai eu l'impression, en fait, que, bah, cette horreur, c'était un peu, quelque chose, un monstre aux multiples visages. Je trouve qu'il y a un côté, bah, le côté très très traditionnel avec les yokai, avec justement toutes ces entités un peu, animalistes et compagnie, qui vont être plus là, un peu, je trouve, comme les contes de fées, bah, qu'on a chez nous, qui vont avoir un côté genre: «Je te préviens, je te fais une morale, attention, fais pas ci, fais pas ça». Et de l'autre côté, j'ai eu l'impression qu'on avait aussi une horreur qui était plus dans le côté j'exprime ma colère, je fais une critique envers la société japonaise. Enfin, il y a vraiment ce côté, je trouve, pas schizophrène, mais tu vois un peu ce que je veux dire. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a sauté au nez, en fait? Est-ce que tu trouves que Oui, cette horreur, voilà, sert à beaucoup de choses, en oui. fait? Bah, en fait, l'horreur au Japon déjà n'a pas tout à fait le même public, en tout cas dans les yeux du marketing, que l'horreur français ou occidental. En France, la plupart des films d'horreur, des livres d'horreur et compagnie, à tort ou à raison, sont Mmh. marketés pour ces messieurs. T'as une partie de dark romance, de romantasy et compagnie, de big tit, qui va utiliser les codes de l'horreur, Mmh. mais c'est pas de l'horreur. Pas de l'horreur pure et dure, même si certains bouquins sont horribles à lire, mais c'est autre chose. Au Japon, l'horreur, c'est vraiment, ça couvre toute la population. Ça va concerner toute la population. Mais déjà, tu as toute l'horreur avec les yokai qui peuvent être des contes vraiment terrifiants. Les contes Mmh. bouddhistes qui peuvent être vraiment terrifiants, qui étaient racontés, qui étaient des contes de fées. Disons que c'est les contes de fées version Grimm et Perrault qui n'ont pas été censurés par Disney, hein. Donc des fois c'est bien violent, bien. Bah, tu regardes le voyage de Chihiro par exemple de Miyazaki, qui est pour enfants. Mmh. T'as quand même des scènes qui sont quand la gamine elle voit ses parents se transformer en cochon, c'est pas tout à fait super super. Et de l'autre côté, tu as une société qui est hyper cadrée, Mmh. qui est hyper dans la conformité, dans le fait qu'il y a le groupe avant l'individu. Et du coup, ça marche pour beaucoup de choses, ça marche très bien, c'est très fluide pour beaucoup de choses. Mais dès que tu t'écartes un peu de cette norme-là, c'est hyper violent, c'est Ouais. hyper complexe. Donc, tu as toute cette horreur-là. Et tu as toute une frange de l'horreur, notamment en manga et en littérature, qui a été investie par les femmes. Donc, Junji Ito, par exemple, quasiment tous ses bouquins, tous ses livres sont à destination de magazines féminins. C'est des shoujo, c'est des josei. Donc, un lectorat féminin, adolescente et qui va viser. Et tu as beaucoup d'autrices d'horreur, de réalisatrices d'horreur, de mangaka féminines qui se sont emparées de l'horreur, même si on les connaît moins en France pour l'horreur pure, parce que ça leur permet de d'exprimer quelque chose dans une société où elles sont très enfermées, elles sont condamnées plus ou moins fortement Mmh. à des rôles très restrictifs, à beaucoup de choses. Et Julia Popek dans le bouquin, elle explique beaucoup mieux que moi. Ouais. Et ça leur permet de se libérer, cette horreur-là. Et ça permet d'avoir des codes différents du shonen, qui peut être violent, qui peut avoir des figures d'horreur dedans, Mmh. mais où il y a toujours le héros ou le groupe de héros qui, allez, on y va, on fonce, courage, on y va y arriver. On va Ouais. s'améliorer, on va y arriver.
Mais c'est vrai que tu parlais justement de ces personnages, enfin de ces figures féminines, qui est un chapitre que j'ai trouvé très intéressant parce que c'est pas souvent abordé par ce prisme-là. Et c'est vrai qu'en y repensant, moi-même, j'ai déjà traité pour le site justement des films inspirés de vieux contes japonais où on retrouvait des figures de fantômes de femmes bafouées qui avaient été maltraitées, qui avaient été frappées, qui avaient été violées et compagnie, et qui revenaient un peu se venger. Donc, on peut voir ça aussi comme un outil pour exprimer sa rage, justement, par tout un pan du féminisme japonais. Ah bah oui, de toute façon, le système le sous-genre de l'horreur, genre Rape and Revenge ou le revenge porn en horreur, Mhm. c'est né au théâtre japonais, hein, avec les Shoten no Iwa, enfin, japonais et chinois à l'origine, puisque c'est la femme à la Oui. lanterne, c'est un conte chinois à la base. Mais c'est ces femmes, comme typiquement Sadako, les cheveux blancs, sales, noirs, sales, qui coulent devant, tenue blanche, visage défiguré qu'on apparaît au dernier moment. C'est typiquement le fantôme japonais de la femme bafouée revient et revient dans les contes, qui est Notre-Dame blanche, mais puissance 100, question catastrophe et question trauma, Mhm. euh, qui est là depuis la plus haute antiquité japonaise, hein. Tout à fait. Et effectivement, il y a toute une part là-dessus, mais il y a toute une part d'horreur qui va aussi être sur la société elle-même, sur Mm. la façon dont la société va aliéner les individus. Tu as Tout à fait. toute la frange d'horreur de Battle Royale déjà, et de tous ses dérivés, Alice in Borderlands et compagnie, et toute une grosse partie de l'horreur telle que l'écrit Koji Suzuki et telle qu'elle va être développée dans la J-horror, Mhm. c'est la solitude des individus, c'est le fait qu'il y a personne autour pour se rendre compte qu'il y a un problème. Mhm. C'est ce genre de choses aussi qui est très important et qui va faire que l'horreur japonaise, en fait, pour nous occidentales, c'est pas juste une horreur qui terrifie, c'est une horreur qui met mal à l'aise. Mais c'est vrai que tu parlais du rapport avec Lovecraft. Je trouve que c'est quelque chose que j'ai pas mal retrouvé dans mes propres lectures. Tu vois, je pense par exemple à PTSD Radio, qui Mmh. a un côté très cauchemardesque, mais très psychologique aussi. Et c'est vrai que c'est ça aussi que j'avais envie de discuter avec toi. Je trouve que l'horreur japonaise, moi, ce qui me marque beaucoup, c'est quelque chose qui va beaucoup parler de maladie mentale, qui va beaucoup parler de choses comme ça. Là, dernièrement, j'ai même vu des œuvres qui utilisent l'horreur pour parler d'homosexualité. Je sais pas si tu as Oui, bien vu sûr. The Summer Hikaru Die, par exemple, où il y Ah, a un je super. l'adore. Ah ouais, j'adore, c'est Je trop bien. l'adore ce manga. Et là, je commence à voir l'animé, mais le Oui, manga, je l'adore. mais ouais, j'ai trouvé Et ça super oui. intéressant et j'ai l'impression, alors tu vas me dire, puisqu'on parlait, tu parlais des relations avec l'Occident, mais j'ai l'impression que c'est des choses que l'Occident commence à faire un peu plus. Quand on parle, tu vois, de l'Elevated Horror, les choses comme ça, j'ai l'impression que tout ce pan-là, il y a peut-être aussi une réponse par rapport à tout ce qu'on a eu avec la J-Horror et vice versa Mmh. peut-être, hein. Ah oui, de toute façon, les deux se répondent, hein. Le cinéma occidental, que ce soit le cinéma américain, anglo-saxon en général, français, italien ou russe, est Mhm, extrêmement connu au Japon. Il y a toute une frange de la population qui est extrêmement cinéphile, notamment chez les réalisateurs, chez les cinéastes, et qui sont extrêmement pointus en plus. Kyoshi Kurosawa, il a écrit un livre dont je me suis servi pour le mien, ouais. une série d'entretiens où il va être hyper pointu sur des grands cinéastes européens, américains, des grands cinéastes européens, russes, vraiment très très loin. Donc très friande de cinéma depuis les débuts du cinéma, donc depuis les années 50, 30 et compagnie. Depuis que le cinéma est arrivé au Japon, il y a eu de très grosses consommations, et vraiment très très grosses consommations. Ils vont te sortir des films que tu es là. Ah bon? Vous connaissez ça, vous? Et donc s'intéressent à tout, et ils ont vraiment absorbé à un moment donné, à la fin de l'ère Meiji, et avec l'ouverture de l'Occident, ou l'ouverture du Japon à l'Occident, ils ont absorbé une grande part de notre culture via le Mhm, cinéma, via après la littérature, et c'est comme ça que ils l'ont intégré. Donc du coup, ce qui est arrivé d'un côté, avec
la redécouverte du Japon après la Seconde Guerre mondiale et le développement économique à partir des années 60 et après le déferlement des mangas et autres des années 80 et Ouais. 90, forcément, ça nourrit dans les deux sens les nouveaux cinéastes qu'on a en Europe, les nouveaux créateurs qu'on a en Europe, et ça va bouger dans tous les sens. Regarde, si je te prends un exemple, Moebius, qui était un très grand vidéaste français, l'influence qu'il a eue au Japon, c'est énorme. Et l'influence que le Japon a eue sur son œuvre, que ce soit en tant que Moebius, en tant que Giro ou en tant que Giro, est également très importante. Mais c'est à chaque fois, c'est pas à sens unique les influences des uns et des autres. Donc forcément, oui. Et tu penses que ça peut être vu comme un outil de communication pour, aider à comprendre justement les différents points de vue? Parce qu'on sait par exemple que le Japon, pendant longtemps, ils ont été, très traumatisés, tu vois, par Hiroshima, que les relations, par exemple, avec les États-Unis, c'était assez compliqué. Est-ce que, bah, par l'art justement et par le genre de l'horreur, les 2 pays ont peut-être réussi à comprendre le point de vue de chacun? Alors, que les Japonais se soient servis de l'horreur et aussi de Godzilla, pour Mmh. ça, oui, certainement. Après, que ça ait été entendu par les États-Unis, je sais pas. Par une partie de la frange, une partie de la population américaine, enfin états-unienne, certainement. Mmh. Les dirigeants actuels, on va dire que non, pas sûr. Et sachant qu'effectivement, le truc, quand tu vois la Géo-horreur, c'est qu'aux États-Unis, souvent, on a fait des remakes Ouais. qui sont plus ou moins intéressants. Certains ont été refaits par les réalisateurs japonais eux-mêmes, hein. Hideo Mmh. Nakata a fait des remakes de Rings, par exemple, mais c'est pas forcément les plus. Ils ont pas tous le même impact qu'ont les films japonais. D'accord. Tu Je vois. as la seule exception, ce serait peut-être The Grudge, qui peut être aussi intéressant en version américaine qu'en version japonaise, à mon avis. Oui. Darkwater, c'est différent parce que Darkwater en version américaine est plus un thriller qu'un film d'horreur. Il y a une fuite dans le plafond de ma chambre. J'entends quelqu'un faire couler l'eau au-dessus. Dans l'appartement du dessus? Il est vide depuis plusieurs années. Tiens, voilà la pluie. Dips, il tombe par terre. Alors j'ai pris l'ascenseur et j'ai vu que les boutons étaient brûlés. Mais le soleil revient chasser la pluie. Mais d'ailleurs, justement, les réalisateurs actuels, ben, d'horreur au Japon ou même les auteurs ou autres, bah, finalement, comment ça a évolué, en fait? Est-ce qu'il y a eu une réponse par rapport justement à cette appropriation culturelle qui a été faite par les États-Unis, par d'autres pays, bah, de leur style, de leur thématique? Est-ce qu'ils sont partis sur autre chose? Est-ce qu'ils continuent à faire toujours la même chose? Toi, justement, est-ce que tu as senti une évolution un peu dans tout ça? Alors déjà, la J-horror, c'est juste une frange de l'horreur japonaise. Faut bien Mmh. se donner l'idée, c'est que c'est comme si tu jugeais que tout, tout le cinéma français, c'était Oui, le cinéma des frères Dardenne, par exemple. Bah non, oui, oui. t'as une partie, une frange du cinéma français qui concerne les films réalistes, les drames réalistes, d'accord, mais c'est pas que ça. Et pour l'horreur, c'est pareil. Au Japon, c'est pareil. Tu as la J-horror et puis tu as des trucs qui sont faits par kilo, qui sont de l'horreur à gros traits de sang, qui sont pour une consommation immédiate. Tu as tout ce qui est horreur animée, qui est quand même très différente de l'horreur en image réelle. Tu as Mmh. l'horreur qui est adaptation de l'animé, parce que le Japon, c'est le pays roi du transmédia, où tu as le roman qui va se décliner en jeu vidéo, qui va se décliner en film, qui va se décliner en manga, qui va se décliner en série télé, qui va se décliner en animé, du hyper. Mais bon, voilà. Et tu as vraiment beaucoup de choses. Et les nouveaux réalisateurs, en fait, tu as deux écoles. Tu as le réalisateur, sans être sans jugement de valeur, le tâcheron qui va faire une adaptation d'horreur parce que c'est le manga d'horreur à la mode. Il va faire Zombie Bucket List, One Hundred Bucket List sur Netflix, qui est très bien, qui est très drôle, qui marche très bien comme comédie d'horreur, mais sans message particulier. Et à côté, ça, tu vas avoir Maria Sato avec Bilocation, tu vas avoir New Religion, même Oversize, ou, Mmh. ou
la Kill Village oublié et les autres dans la même série, Ouais. où on va utiliser l'horreur pour porter un message, pour raconter quelque chose sur la société, sur un point particulier, et où là où, ce qui est étonnant, c'est que le rythme du film d'horreur à la japonaise Mmh. n'est pas du tout le même que le film d'horreur à l'occidental, tel que Hollywood nous a bercé avec les films de slasher, où tu as une montée en puissance et puis tu as le gros climax avant que ça retombe. Le film Mmh. d'horreur à la japonaise est beaucoup plus, parfois très lent, puis ça part dans tous les sens, et puis ça revient, et c'est complètement différent. Je pense que ça a gardé l'héritage théâtral, en fait. Ça a gardé l'héritage théâtral et l'héritage des deux types de théâtre japonais. Le Ouais. théâtre kabuki, qui était le théâtre, trois types de théâtre japonais en plus. Le théâtre kabuki, qui était le théâtre d'horreur avec les effets spéciaux, les maquillages, etc. Le Mmh. théâtre no, qui est beaucoup plus cérébral, beaucoup plus lent, beaucoup plus dans le récit. Et le théâtre de rue, là le nom m'échappe parce que il est tard et que j'ai plus le nom, où on te présente des petits contes avec des images des théâtres d'ombre, qui est des récits très courts, percutants avec une chute, et qui a été très formateur pour beaucoup de gens importants pour l'horreur à la japonaise, notamment Shigeru Mizuki qui a commencé comme ça, et beaucoup de cinéastes et beaucoup d'animateurs de dessins animés qui ont commencé comme ça. Donc qui savent faire des séquences qui terrifient en quelques minutes. Mmh. Et donc pour toi, actuellement, le Japon arrive-t-il à terrifier son public? Ah oui, Ça va, oui, c'est oui, toujours oui. en forme? Ah oui, oui, le Japon, alors on voit moins d'horreur pure venue du cinéma japonais qu'il y a eu la vague de la Géo-horreur qui s'est un peu étalée. Mais Mmh. je pense que si on s'y intéresse, oui, oui, il y a de quoi faire en creusant. Oui, oui, on trouve encore de très très bons films d'horreur. On trouve d'excellents romans horrifiques. Bon, il y a Koji Suzuki qui est le maître absolu de l'horreur à la japonaise en roman. Mmh. Mais on a Fushiki Ono qui a écrit Shiki et compagnie, qui écrit très bien, et qui est une femme qui écrit très bien de l'horreur. Tu as beaucoup d'écrivains d'horreur ou de thrillers qui sont à la limite entre le policier et l'horreur. Tu as les mangas d'horreur, tu as cité PTSD Radio, mais il y a Smile, il y en a The Summer in Died, After Ouais. Gods qui est de l'horreur aussi. T'en as tellement que t'as une pléthore d'offres. Ouais. Et oui, oui, t'as de l'horreur qui arrive, qui est toujours bien vivace, qui s'éloigne un peu des yokai, Mmh. qui garde toujours une part religieuse pour certains. Donc, Summer et Died, t'as l'histoire de dieux éparpillés. Ouais. Dans After God, c'est une histoire de divinité, mais les divinités, c'est quoi? C'est des extraterrestres, bon, c'est encore compliqué, mais qui reste bien vivace et qui va perfuser dans différents genres. Tu parlais de l'approche de l'homosexualité dans l'horreur avec Summer et Carotide, et t'as l'inverse. T'as des BL qui sont des BL horrifiques. Tout à fait. T'as Boys of the Dead, il y en a plein, et t'as beaucoup de romances horrifiques. Bon, t'as le genre Eroguro qui est encore un genre à part, Mmh. et t'as beaucoup de l'horreur qui va s'infiltrer dans différents genres et qui va se perfuser ailleurs. Tu abordes, la thématique de la sexualité et Mhm, c'est vrai que, par exemple, c'est une thématique qu'on voit pas mal, abordée dans les films, en Occident. Mais au mhm. Japon, quand le thème est abordé, est-ce que ça va être plus pour condamner, pour libérer ou comme, bah, pour tout le reste, un mélange des 2 en fait? Bah, en fait, ça va dépendre du point de vue. Mmh. En fait, ça va dépendre énormément de si c'est un homme ou une femme qui l'écrit ou qui le réalise. Je vois par exemple dans l'horreur et la sexualité est abordée notamment récemment dans My Mother's Eyes d'une certaine façon, qui est très très malsain de ce point de vue-là, et qui est réalisé par un homme. T'as tout le courant Eroguro, qui est un courant principalement masculin, au sens où ce Mmh. sont principalement des hommes, mangaka, écrivains ou autres, qui ont mélangé sexualité et horreur, mais dans le sens Lee Chenille d'Edogawa Rampo, Ouais. dans le genre bien glauque, il se pose là. Mais
c'est à chaque fois, j'aurais tendance à dire c'est freudien. C'est-à-dire, c'est pas condamné en soi le fait que la sexualité est mauvaise, parce que dans le prisme religieux japonais, il n'y a pas cette condamnation de la sexualité qu'il y a dans le prisme judéo-chrétien. Ouais. La sexualité hors mariage ou pendant le mariage est réglementée, mais pas de la même façon que dans le prisme judéo-chrétien où ouh là là, tu fais quoi que ce soit avant le mariage, ouh là, tu vas te faire bouffer par le slasher. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Mais par contre, le sang menstruel, le sang de l'accouchement, etc., est considéré comme étant très impur. La femme, dans la religion bouddhiste et la religion shintoïste, est très liée à tout ce qui est hormones, tout ce qui est dérangement dans leur esprit mental est lié au sang, donc est lié à ce qui est le plus impur qui soit, ce qui est le plus éloigné du nirvana. Donc, il y a sur ce jeu-là de sexualité, oui, on va jouer dans l'horreur. Si je reviens à Junji Ito, il a dit son premier personnage, Tomie, il Ouais. l'a créé parce que il avait peur des femmes. Ah mais ça se ressent quand tu lis Voilà. le bouquin, tu te dis: «Bon, lui, il a un souci». Bon, a priori, depuis, il vit Ça heureux va mieux. avec une femme, deux chats et des enfants. Je crois que d'ailleurs c'est des filles. Mais bon, ça a l'air d'aller mieux. Écoute, tant mieux pour lui. Avant de finir, je vais te demander, est-ce qu'il y a une œuvre qui t'a, traumatisée, hantée, que tu ne peux pas oublier parmi tout ce que tu as pu, voir et lire, pour préparer ton livre? Alors, hanté que je peux pas oublier. Alors, il y a une œuvre qui me pose vraiment beaucoup de questions Ouais. et où je me dis, mais d'où? Mais pourquoi? C'est Tetsuo Verurenman. C'est la deuxième fois que je le voyais parce que je l'avais vu pour Cyberpunk aussi. Mmh. Et à chaque fois, je suis là, mais quel esprit malade a eu l'idée de faire ce film? Il est très court, il est en noir et blanc, et ça n'a autant les deux Tetsuo suivants, on comprend, c'est une histoire de vengeance, c'est la colère qui va motiver ces modifications corporelles et autres. Mais Mmh. là, pourquoi? Mais pourquoi, monsieur? Pourquoi? Pourquoi t'as eu l'idée de faire ça? Pourquoi t'as J'avoue, demandé à des c'est acteurs de faire ça? super expérimental en plus, tu Voilà, l'impression des fois. c'est super expérimental. T'es là. Et j'ai Mmh. passé le film à me dire, à chaque fois, je fais, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je comprends, je suis un peu de cet avis-là. Après, il y a des œuvres qui m'ont marqué, qui sont très très belles. Mmh. Alors, si je te dois te citer au cinéma, alors qui m'a vraiment bien marqué, c'est Keiro de Kiyoshi Kurosawa, qui est très lent, mais qui est très très intéressant et qui est très film de zombies, horreur particulier, mais où tu vois vraiment tout ce qu'il a apporté aux autres derrière, qui est super Mmh. intéressant. En cinéma, mais alors complètement différent et dans un genre surtout où, ouais, j'ai pas le jour où t'as envie de le voir, tu te dis, je vais pas me prendre la tête, versus de où là où t'as pendant 2 heures, c'est des bandits qui se battent contre des zombies dans la forêt, à coups de sabre, à coups de flingue, à coups de tout ce que tu veux. Ok, t'es là. Ok. Et puis il y a des voyages temporels, tu comprends pas. Le film, il dure à peu près 2 heures, tu dois avoir, allez, bah, tout casser un quart d'heure de dialogue, hein. Mais ça part dans tous les sens, c'est très beau à voir, c'est très drôle, c'est marrant, ça passe très bien. Franchement, je OK. recommande. Bah, Et écoute, je sais plus si je l'ai vu celui-là, je note. je te le recommande, il vaut son pesant de cacahuètes. Et il y en a un qui m'a vraiment bien intéressé parce qu'en plus, il réinvente pas mal le mythe. Il va jouer sur le mythe du fantôme, le mythe du loup-garou, le mythe du vampire. C'est Inunaki, le village oublié. Ah Il est oui. vraiment, il est vraiment très très bon. Après, pareil, dans la série film d'animation, j'ai pas compris ce que je regardais. T'avais Wicked City. J'étais là, c'est quoi ce concept? Et c'est le même auteur de roman que Vampire Hunter Day. Et tu te dis, non, non, c'est pas possible.
Grosso modo, c'est comme si on te disait que c'est la comtesse de Ségur avait aussi écrit les bouquins de Marquis de Sade. Bon, remarque, Oui, ok. ça va loin. Mais tu dis, ok, bon, d'accord. Et non, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Et après, oui, effectivement, si je veux vraiment avoir peur, vraiment, vraiment avoir peur, je vais prendre un bon jeu vidéo, genre Excite ou Resident Evil. Tu testé, Project Zero? Oui, C'était pas mal ça aussi, justement le fait ouais, d'utiliser, le l'appareil photo comme, c'est vrai ouais, que tu as ouais. des bonnes sensations, quoi. Juste avant de nous quitter, est-ce qu'il y aurait un autre, point de l'horreur que tu aimerais explorer en profondeur? Que ce soit, bah, encore une fois, l'horreur japonaise ou, tout autre pan de ce genre? Moi, ce qui m'intéresserait vraiment, vraiment beaucoup de faire, et en plus j'ai deux complices qui seraient d'accord pour le faire avec moi, ça serait de voir la place de la femme dans l'horreur. Aussi bien en tant que source d'horreur, Mmh. donc le monstre, la femme en tant que monstre, en tant que créatrice, en tant que victime ou non, avec la Final Girl, mais aussi en tant que réalisatrice, créatrice d'horreur et compagnie, parce que à chaque fois ce que j'ai surtout remarqué en faisant ce bouquin en particulier, c'est que la façon dont les femmes écrivent ou réalisent ou dessinent l'horreur Mmh. diffère quand même beaucoup de la façon dont les hommes le font. Donc ça ne veut pas dire qu'une femme ne va pas apprécier ce que fait un réalisateur d'horreur ou un mangaka d'horreur masculin. Au contraire, on va adorer. Mmh. Mais ça va pas être tout à fait sur les mêmes codes, ça va pas être tout à fait sur la même structure, et c'est ça qui est intéressant. Écoute, on guettera la sortie de ce prochain livre, peut-être, de ce prochain projet, hein. Bah, Moi, en il tout faut que cas, je trouve ça quelqu'un pour m'intéresse. avec qui les proposer. Eh ben voilà, vous avez entendu, si vous voulez, voilà, on vous transmettra, tous les moyens pour contacter Stéphanie. En tout cas, je te remercie d'avoir, été, avec moi, d'avoir répondu à mes questions et j'invite bien, nos lecteurs, nos lectrices, à aller, découvrir, ben, tes ouvrages. Donc je rappelle, tu as sorti donc, L'horreur venue du Japon, disponible chez Inis et donc tu as écrit alors 8 autres bouquins, donc n'hésitez pas à aller les découvrir parce que c'est toujours, passionnant. J'espère qu'on aura l'occasion de vous reproposer très bientôt d'autres interviews ou autres sur Sueur froide. Je te remercie encore. Bah, merci à toi. À bientôt. Et à bientôt.